Matt, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de ma fille, m'a dit Dorothy, ma belle-mère âgée de 62 ans, tandis que ses mains tremblantes tenaient une tasse de café qu'elle arrivait à peine à porter à ses lèvres. Quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. Nous étions assis dans la cuisine de sa maison à Denver, un jeudi matin qui avait commencé comme n'importe quelle autre visite de courtoisie. Rachel était partie tôt au bureau, comme elle le faisait toujours le jeudi, et j'en avais profité pour rendre visite à Dorothy avant mon service à l'hôpital. Le ton de sa voix m'a fait arrêter de remuer le sucre dans mon café. En 3 ans de mariage avec Rachel, Dorothy avait toujours été cordiale avec moi, mais jamais intime. Elle n'était pas du genre à partager des secrets de famille. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé, sentant un froid étrange me parcourir l'échine. Dorothy regarda par la fenêtre de la cuisine, comme si elle s'attendait à voir Rachel apparaître dans l'entrée à tout moment. Puis elle se pencha en avant, baissant la voix pour murmurer d'un ton pressant. « Rachel n'est pas celle que tu crois, Matt. Elle ne l'a jamais été. Je m'appelle Matt Turner, j'ai 31 ans et je suis infirmier à l'unité de soins intensifs du presbytérien Saint-Joseph. J'ai passé les 3 dernières années de ma vie à croire que j'avais trouvé mon âme sœur en Rachel Collins, une analyste financière brillante et ambitieuse que j'ai rencontrée lors d'une fête du Nouvel An. Elle était tout ce que j'avais toujours recherché, intelligente, déterminée, indépendante. Le genre de femme qui n'avait besoin de personne, mais qui avait choisi d'être avec moi. Du moins, c'est ce que je croyais. « Dorothy, tu me fais peur », murmurai-je en observant la façon dont elle continuait à regarder nerveusement par la fenêtre. « De quoi parles-tu » Elle poussa un profond soupir, comme si elle rassemblait son courage pour sauter d'une falaise. « Tu te souviens comment vous vous êtes rencontrés ? À la fête du Nouvel An du cabinet d'avocats ? Bien sûr que je m'en souviens. C'était le plus beau jour de ma vie. Ce n'était pas une coïncidence, Matt. Rachel avait planifié cette rencontre. » Dorothy me regarda enfin droit dans les yeux. Elle savait déjà qui tu étais. Elle savait déjà que tu avais hérité de ton grand-père. Elle savait déjà que tes parents avaient une assurance vie. Ces mots semblaient venir de très loin, comme si je les entendais à travers l'eau. Ça n'a pas de sens. Rachel a plus d'argent que moi. Elle gagne 2 fois plus que moi. Dorothy secoua lentement la tête. Non, mon cher. Ce n'est pas vrai. Rachel a une dette énorme. Des dettes de jeu qui s'accumulent depuis des années. Elle doit de l'argent à des gens dangereux, Matt. Des gens qui ne négocient pas. Mon café refroidissait dans ma main, mais je pouvais à peine bouger. Au cours des 6 derniers mois, Rachel était devenue de plus en plus distante. Plus anxieuse. Plus protectrice de son téléphone portable et de son ordinateur. Elle trouvait toujours des excuses pour ne pas discuter de finances, même lorsqu'il s'agissait de choses simples comme le renouvellement de l'assurance automobile. « Comment le sais-tu » demandai-je, ma voix plus faible que je ne l'aurais souhaité. Parce qu'elle m'a emprunté de l'argent 3 fois cette année. Des sommes importantes. Et quand j'ai refusé la 3e fois, elle m'a dit exactement quelles étaient ses options. Dorothy fit une pause, ses mains tremblant maintenant visiblement. L'une d'elles concernait votre police d'assurance vie, Matt. La police d'1 demi-million de dollars que vous avez souscrite lorsque vous vous êtes mariés. Le monde sembla légèrement basculer. Je me souvins à quel point Rachel avait insisté pour souscrire cette police. Elle avait dit qu'il était important de se protéger mutuellement. C'était son idée d'augmenter la valeur à 500 000 dollars, car nous menions des vies risquées. Moi à l'hôpital, elle au volant pour se rendre au travail. Elle n'aurait pas fait ça, murmurai-je, mais alors même que je prononçais ces mots, une partie de moi était déjà en train de relier des points que j'avais délibérément ignorés. Les appels chuchotés qu'elle interrompait lorsque j'entrais dans la pièce. La façon dont elle avait commencé à cuisiner davantage ces derniers temps, insistant toujours pour que je goûte de nouveaux plats. Comme j'avais eu ces étranges épisodes de vertige et de nausées ces dernières semaines. Dorothy s'est levée de table et s'est approchée de la fenêtre, surveillant l'extérieur. « Matt, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Rachel pense avoir trouvé une solution à ses problèmes. Et cette solution implique que tu ne sois plus là pour la questionner. Si vous vous demandez comment une conversation apparemment simple peut bouleverser votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car cette histoire ne fait que commencer. » Dorothy est revenue à table et m'a pris la main avec force. « Il y a autre chose que vous devez savoir. Quelque chose que j'ai découvert hier soir et qui m'a poussé à vous raconter tout cela aujourd'hui. » Elle fit une pause, me regardant droit dans les yeux. « Rachel n'était pas au bureau tard hier soir, comme elle te l'a dit. Elle était ici, chez moi, essayant de me convaincre de signer un document en tant que témoin. Un document que j'ai refusé de signer parce que j'ai reconnu ce que c'était. » « Quel genre de document ? » ?»« Une nouvelle version de ton testament, Matt. Une version dans laquelle Rachel hériterait de tout immédiatement, sans période d'attente.
Et le plus effrayant. Dorothy hésita, comme si les mots suivants étaient les plus difficiles à prononcer. Le document était daté de demain. Comme si tu allais le signer demain, vendredi. Comme si elle savait déjà exactement quand tu. Elle n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Le sang se glaça dans mes veines lorsque je compris toute la portée de ce que Dorothy était en train de me dire. Rachel ne planifiait pas seulement ma mort, elle la planifiait pour demain. La révélation de Dorothy me frappa comme un coup de poing dans l'estomac, mais ce fut ce qu'elle dit ensuite qui me fit remettre en question tout ce qui s'était passé au cours des 3 dernières années de ma vie. Matt, tu te souviens quand tu es tombé malade le jour de ton anniversaire de mariage l'année dernière? Et cette soirée romantique à Aspen où tu as dû aller à l'hôpital pour une intoxication alimentaire? Dorothy se leva et se dirigea vers un placard dans la cuisine, d'où elle sortit une vieille boîte à chaussures. Rachel m'a dit que tu avais l'estomac sensible. Que c'était génétique. Je me souvenais parfaitement de ces épisodes. En fait, ils étaient devenus plus fréquents au cours des 6 derniers mois. Toujours après les repas que Rachel préparait spécialement pour moi, toujours quand nous étions seuls, toujours quand je commençais à remettre en question certaines de ses explications sur l'argent ou sur l'endroit où elle avait été. Dorothy ouvrit la boîte et en sortit un petit flacon en verre ambré. L'étiquette était partiellement décollée, mais on pouvait encore lire une partie du nom, Digitalis, à usage vétérinaire uniquement. Je l'ai trouvée dans son sac la dernière fois qu'elle est venue ici. Quand je lui ai posé des questions, elle m'a dit qu'elle s'occupait d'un chat blessé au travail. Dorothy m'a tendu le flacon avec des mains tremblantes. Matt, mon frère était vétérinaire. Je sais exactement ce que c'est. C'est de la digitaline, extraite de la plante foxglove. À petite dose, elle provoque des nausées, des vertiges, des vomissements. À dose plus élevée. Elle n'avait pas besoin de finir. J'en savais assez sur la pharmacologie grâce à mon travail à l'hôpital. La digitaline était utilisée pour traiter les problèmes cardiaques à dose contrôlée, mais elle pouvait être mortelle à plus forte dose. Et cela expliquait parfaitement tous les symptômes que j'avais ressentis ces dernières semaines. Elle m'empoisonne, murmurai-je, plus pour moi-même que pour Dorothy. Lentement, progressivement, pour que cela semble naturel Quand tu mourras demain, compléta Dorothy d'un ton sombre. Rachel m'a déjà dit qu'elle prévoyait un dîner romantique spécial pour vous deux demain soir. Pour fêter quelque chose qu'elle n'a pas précisé. Mon esprit s'emballait, reliant des points que j'avais délibérément ignorés pendant des mois. Rachel insistant pour cuisiner pour moi plus souvent. La façon dont elle était toujours anxieuse lorsque je ne finissais pas tout mon assiette. Comment elle avait commencé à ajouter des épices spéciales à mes plats préférés, prétextant qu'elle essayait de nouvelles recettes. Dorothy, tu as dit qu'elle avait planifié notre rencontre. Comment le sais-tu? Elle soupira et retourna à la table, sortant un dossier en papier craft de la boîte à chaussures. Parce que Rachel me l'a montré. Le premier Noël après votre mariage, elle était ivre et s'est mise à se vanter de son intelligence. Elle a dit qu'elle avait passé 2 mois à étudier votre routine, vos horaires, vos goûts. Elle savait que vous alliez à cette fête du Nouvel An parce que vous étiez amie avec le frère de l'associé du cabinet. Dorothy ouvrit le dossier, révélant des photos qui me glacèrent le sang. C'étaient des photos de moi. À l'hôpital, en sortant du supermarché, en courant dans le parc, en entrant et en sortant de mon ancien appartement. Des dizaines d'entre elles, prises sous différents angles, à différents jours. Elle m'a montré ça comme si c'était une blague. Comme si le harcèlement était quelque chose de romantique. Dorothy a retourné les photos, montrant les dates au dos. Elles dataient toutes de 2 à 3 semaines avant la fête où nous nous sommes rencontrés. Rachel avait planifié chaque détail de cette première rencontre. La robe qu'elle porterait, les sujets de conversation, même la boisson qu'elle commanderait pour que vous ayez quelque chose en commun. J'ai pris l'une des photos. Elle me montrait en train de sortir de l'hôpital après une garde de nuit, clairement épuisée. Au dos, l'écriture de Rachel, Matt Turner, infirmier en soins intensifs, garde de 7 à 7 heures, habite au 342 Elm Street, appartement 6C. Héritage estimé, $800 000. 800 000, murmurai-je. Le montant était erroné. J'avais reçu $1 200 000 de l'héritage de mon grand-père et de l'assurance de mes parents, mais je n'avais jamais dit à Rachel le montant exact. Comment savait-elle pour mon héritage? Rachel travaillait pour une société d'analyse financière, Matt. Elle avait accès aux rapports de solvabilité, aux historiques bancaires, aux registres fonciers. Elle a probablement découvert ton héritage avant même de connaître ton prénom. La nausée que je ressentais n'avait rien à voir avec un éventuel empoisonnement. C'était la découverte brutale que les 3 dernières années de ma vie n'avaient été qu'un mensonge élaboré. Chaque moment intime, chaque déclaration d'amour, chaque projet que nous avions fait ensemble. Tout avait été calculé dès le premier jour. Il y a plus
dit Dorothy en sortant une épaisse enveloppe de son sac. Rachel m'a demandé de garder ça pour elle il y a 6 mois. Elle m'a dit que c'était important de le mettre en sécurité. Je l'ai ouverte après qu'elle m'ait demandé de signer ce faux testament hier. Dans l'enveloppe se trouvaient des documents qui révélaient toute l'étendue des problèmes de Rachel. Des avis de recouvrement provenant de 3 casinos différents de Las Vegas. Des lettres d'avocats représentant des prêteurs sur gage. Et le plus choquant, une dette de 470 000 $ envers un certain Vincent Rossetti, avec une date limite de paiement fixée au mois suivant. Qui est Vincent Rossetti? Ai-je demandé, même si une partie de moi aurait préféré ne pas le savoir. D'après ce que j'ai trouvé après avoir vu ce nom, ce n'est pas le genre de personne à accepter un retard de paiement. Rachel m'a dit une fois, alors qu'elle était désespérée, qu'il avait cassé les doigts d'un client qui avait retardé son paiement de seulement 2 semaines. Dorothy m'a montré la dernière page des documents. C'était une note manuscrite de Rachel, clairement rédigée dans une situation désespérée. Options restantes. 1. Convaincre Matt de vendre la maison et les investissements pour payer la dette. Peu probable, il est très prudent. 2. Fuir dans un autre pays. Rossetti a des contacts internationaux. 3. Assurance vie Matt égale 500 000 $. Suffisant pour payer la dette et recommencer à zéro. La mort doit paraître naturelle. Digital en petite dose pendant 2 à 3 semaines, puis dose finale lors du dîner spécial. Les mots dansaient sur la page, tandis que j'essayais d'assimiler la réalité. Ma femme ne prévoyait pas seulement de me tuer pour l'argent, elle me tuait lentement depuis des semaines, testant les dosages, perfectionnant sa méthode. Matt. La voix de Dorothy me ramena au moment présent. Il y a autre chose que tu dois savoir. Rachel n'agit pas seule. J'eus l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Que veux-tu dire? Le dîner de demain n'est pas seulement pour vous deux. Rachel a mentionné que son conseiller financier serait là pour l'aider avec des documents importants. Un homme du nom de Derek Chen. Apparemment, il va certifier votre signature sur le testament révisé et aider Rachel avec les procédures d'assurance après. Dorothy n'a pas pu terminer sa phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Je comprenais parfaitement. Derek Chen n'était pas seulement un conseiller financier, il était complice de mon meurtre planifié. Il recevait probablement un pourcentage de l'assurance en échange de sa facilitation de la documentation frauduleuse. Mon esprit revint sur toutes les fois où Rachel avait mentionné Derek au cours des derniers mois. Comme il était si utile pour les questions financières complexes. Comme il avait de l'expérience dans les situations délicates. Comme il me serait d'une grande aide si quelque chose d'imprévu venait à se produire. Dorothy, dis-je finalement, d'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez encore une fois. Tout ce que vous voulez. J'ai besoin que vous agissiez comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Au moins jusqu'à demain soir. Rachel ne doit pas se douter que je suis au courant de quoi que ce soit. Dorothy me regarda avec inquiétude. Matt, tu ne penses pas aller à ce dîner, n'est-ce pas? Ce serait du suicide. Je souris pour la première fois depuis le début de la conversation, mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était le genre de sourire que j'imagine chez un prédateur lorsqu'il comprend enfin que sa proie a commis une erreur fatale. Oh, je vais certainement aller au dîner, Dorothy. Mais pas pour les raisons que Rachel attend. Alors que je rangeais tous les documents dans la boîte à chaussures, une sensation étrange s'installa dans ma poitrine. Ce n'était plus de la peur ou du choc. C'était quelque chose de bien plus dangereux, un calme froid et calculateur que je ne me savais pas capable d'avoir. Rachel avait méticuleusement planifié ma mort, mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle avait sous-estimé sa belle-mère. Et maintenant, à 24 heures de son échéance, j'avais quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, une connaissance complète de son plan. Ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est que j'étais sur le point de transformer son dîner d'exécution en scène de sa propre chute. Je quittai la maison de Dorothy à 2 heures de l'après-midi, mais avant de rentrer chez moi, je fis un arrêt qui allait me sauver la vie. Je me rendis à la pharmacie Walgreens la plus proche et acheta un kit de dépistage de drogue à domicile, du genre de ceux utilisés par les parents inquiets pour tester leurs adolescents. Si Rachel m'avait vraiment drogué à la digitaline pendant des semaines, il y aurait encore des traces dans mon organisme. Dans les toilettes de la pharmacie, j'ai fait le test. 15 minutes plus tard, je regardais 2 lignes rouges qui confirmaient la présence de digitaline dans mon organisme. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas une coïncidence. Ma femme m'empoisonnait littéralement, dose après dose, préparant mon corps au coup de grâce lors du dîner de demain. Je suis rentré à la maison à 3h15, exactement le temps que je mettais toujours pour rentrer de chez Dorothy. Rachel était dans le salon, travaillant sur son ordinateur portable, vêtue de ce peignoir en soie bleue que je lui avais acheté pour notre 2e anniversaire. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et pendant un moment terrible, j'ai vu exactement ce que Dorothy avait décrit.
un calcul froid derrière ses yeux vers que je pensais aimer. « Bonjour, mon amour », a-t-elle dit en fermant rapidement son ordinateur portable. « Comment s'est passée ta visite chez ta belle-mère? Elle se plaint toujours de ses médicaments contre l'arthrite ?» C'était une question tout à fait normale, du genre de celle que les épouses posent à propos de leur belle-mère. Mais maintenant, j'entendais l'analyse derrière les mots. Rachel vérifiait si Dorothy avait mentionné quoi que ce soit à propos de médicaments, de substances, de tout ce qui pourrait compromettre son plan. « Elle va bien », répondis-je en m'asseyant à côté d'elle sur le canapé. En fait, nous parlions de l'importance de faire confiance aux personnes que nous aimons. Du fait que parfois, ce sont les personnes les plus proches de nous qui savent le mieux comment nous protéger. Rachel sourit, mais cette fois-ci, je pus voir la tension presque imperceptible autour de ses yeux. C'est mignon. Dorothy a toujours été très sage en matière de relations. C'est vrai. Elle a également mentionné que tu étais passé hier soir. J'ai gardé un ton désinvolte, observant chaque micro-expression sur son visage. Elle a dit que tu semblais préoccupé par quelque chose. La pause fut minime, moins d'une seconde, mais elle était là. Ah oui. Je suis passé rapidement après le travail. En fait, j'étais inquiète pour toi. Tu as été un peu malade ces derniers temps, et j'ai pensé qu'elle aurait peut-être des suggestions de compléments alimentaires naturels ou quelque chose comme ça. Mensonge après mensonge après mensonge. Chaque mot sortait si facilement que je me suis demandé combien d'autres conversations au cours des 3 dernières années avaient été mises en scène de la même manière. C'est très attentionné de ta part, ai-je murmuré en me levant. Au fait, Derek a appelé à l'hôpital plus tôt dans la journée. Il a dit que tu avais prévu une sorte de réunion pour demain soir? Si je n'avais pas été aussi attentif, je l'aurais complètement manqué. Mais je l'étais. Et j'ai vu le moment précis où la panique a traversé son visage avant d'être rapidement remplacée par une confusion feinte. Derek? Je ne me souviens pas. Ah, attends. Elle se frappa théâtralement le front. Bien sûr. Il a proposé de venir dîner demain et de passer en revue nos options d'investissement pour l'année prochaine. J'ai complètement oublié de te le dire. Ça te dérange? Je sais que les vendredis soirs sont normalement réservés à nous deux, mais il a dit que c'était la seule date disponible avant son départ. Encore des mensonges. Mais cette fois, j'étais prêt à les entendre. Bien sûr que ça ne me dérange pas. En fait, ça me fera plaisir de rencontrer enfin ce Derek Chen dont tu parles tant. Il semble être très utile pour toi. Très utile, acquiesça-t-elle, et cette fois, son sourire était sincère. Elle pensait probablement à quel point il serait facile d'avoir un témoin respectable lorsque je mourrais, accidentellement, d'un arrêt cardiaque pendant le dîner. Ce soir-là, Rachel a préparé l'un de mes plats préférés, du saumon grillé avec des asperges et du riz complet. Elle m'a servi en premier, comme elle le faisait toujours, en me tendant mon assiette avec un baiser sur le front. « Mange tout », m'a-t-elle dit affectueusement. « Tu dois reprendre des forces après avoir été si malade. » J'ai mangé. Chaque bouchée. Mais pas avant d'avoir discrètement échangé nos assiettes pendant qu'elle était dans la cuisine pour aller chercher plus de vin. Si elle augmentait les doses pour le grand final de demain, je voulais voir comment elle réagirait à une dose de son propre remède. 20 minutes après le repas, alors que nous regardions Netflix sur le canapé, Rachel a commencé à se plaindre de nausées. 30 minutes plus tard, elle était dans la salle de bain en train de vomir. « Ça doit être quelque chose que j'ai mangé au déjeuner », a-t-elle crié depuis la salle de bain, la voix faible et tremblante. « Je me sens très mal. »« C'est bizarre, » ai-je répondu depuis le salon. « Je me sens parfaitement bien. » Quand elle est finalement sortie des toilettes, pâle et chancelante, j'étais dans la chambre en train de ranger des documents sur le bureau. C'était la première fois depuis des semaines que je me sentais complètement lucide. La première fois que je pouvais penser clairement sans ce brouillard constant que j'avais attribué au stress du travail. « Matt », dit-elle en s'appuyant contre le mur pour se soutenir. « Je pense que je dois aller chez le médecin demain. Je me sens très mal. »« Tu devrais peut-être annuler le dîner avec Derek, » suggérai-je sans lever les yeux de mes papiers. « Si tu es malade, ce ne serait pas une bonne idée de recevoir des invités. » Non. Sa réponse fut très rapide, très désespérée. Elle tenta immédiatement de l'adoucir. Je veux dire, je pense que je me sentirai mieux demain. Et Derek a déjà annulé d'autres engagements pour venir. Ce serait trop impoli d'annuler maintenant. Bien sûr, ce serait impoli d'annuler le meurtre planifié depuis si longtemps. Comme tu veux, répondis-je. Mais si tu te sens encore mal demain, je préparerai le dîner. J'ai une recette spéciale que j'ai apprise récemment. Elle me regarda avec une expression que je ne parvins pas à déchiffrer complètement. De la suspicion? De la peur? Ou simplement la paranoïa naturelle de quelqu'un qui empoisonnait les autres et se demandait maintenant s'il était lui-même empoisonné?
Ne t'inquiète pas, dit-elle finalement. Je me sentirai mieux demain. Cette nuit-là, après que Rachel se soit enfin endormie, probablement encore sous l'effet du digital qu'elle m'avait préparé, je suis resté éveillé à élaborer des plans. Pas seulement pour survivre au dîner du lendemain, mais aussi pour m'assurer que Rachel et Derek soient pris en flagrant délit d'avoir tenté de me tuer. Je pris mon téléphone et commençai à faire quelques recherches. Derek Chen n'était pas seulement un conseiller financier. C'était un homme au passé douteux, avec 3 poursuites pour fraude au cours des 5 dernières années, et des liens avec au moins 2 autres décès accidentels de clients fortunés dont les épouses étaient devenues veuves très jeunes et très riches. Rachel n'était pas la première. Elle ne serait probablement pas la dernière, si je ne faisais rien. À 2 heures du matin, j'avais un plan. À 3 heures du matin, j'avais passé tous les coups de fil nécessaires. À 4 heures du matin, je regardais Rachel dormir paisiblement à mes côtés, complètement inconsciente du fait que, dans moins de 24 heures, ce serait elle qui se battrait pour sa vie. Mais d'abord, j'avais besoin d'aide. Et je connaissais exactement la personne qu'il me fallait. Le lendemain matin, pendant que Rachel dormait encore, se remettant des effets secondaires de son propre poison, je quittai silencieusement la maison et me rendis au commissariat central de Denver. J'avais une conversation très importante à avoir avec le détective Marcus Rodriguez, un type que j'avais rencontré à l'hôpital et qui me devait une faveur après que j'avais sauvé son fils d'une overdose accidentelle 6 mois auparavant. Marcus m'a accueilli dans son bureau avec un mauvais café et une curiosité sincère. « Matt, mec, tu as l'air en mauvais état. Il t'est arrivé quelque chose ?» J'ai posé tous les documents de Dorothy sur la table. Les flacons de digitaline. Les photos. Les notes manuscrites de Rachel. Les résultats du test de dépistage de drogue que j'avais fait la veille. « Marcus, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux, ma femme essaie de me tuer. Et j'ai besoin de ton aide pour la prendre en flagrant délit ce soir, avant qu'elle ne finisse le travail. » L'expression sur le visage de Marcus passa de la confusion à la stupéfaction totale, tandis qu'il examinait les preuves. Après avoir tout passé en revue pendant 20 minutes, il se cala dans son fauteuil et siffla doucement. « Matt, c'est une tentative de meurtre avec préméditation. Avec des preuves documentaires. Pourquoi n'êtes-vous pas venu ici plus tôt? Parce que je devais être sûr. Et parce que ce soir, elle va faire sa dernière tentative. Avec un témoin. Si tu m'aides à enregistrer ça, on les aura tous les deux. » Marcus acquiesça lentement. « De quel genre d'aide as-tu besoin? » C'est alors que je lui expliquai mon plan. Un plan qui non seulement garantirait ma survie, mais transformerait le dîner d'exécution de Rachel en scène de sa propre chute. Lorsque je quittai le commissariat 2 heures plus tard, j'avais du matériel d'enregistrement professionnel caché sous ma chemise et la promesse qu'une équipe de détectives serait postée autour de ma maison à partir de 7 heures du soir. Rachel dormait encore lorsque je rentrai chez moi. La pauvre. Elle devait être épuisée après avoir planifié un meurtre et s'être accidentellement empoisonnée dans le processus. Mais ne vous inquiétez pas. Je veillerai à ce qu'elle ait suffisamment d'énergie pour la performance de sa vie au dîner de ce soir. Le reste de la journée de vendredi s'est déroulé dans une course effrénée de préparatifs que Rachel a interprété comme de la nervosité à l'approche du dîner important. Si elle avait su que je me préparais littéralement à enregistrer mon propre meurtre planifié, elle n'aurait peut-être pas sifflé aussi joyeusement en dressant la table avec la porcelaine fine de ma grand-mère. À 2 heures de l'après-midi, lorsque Rachel est sortie pour acheter des ingrédients spéciaux pour notre dernier repas, j'ai installé l'équipement que Marcus m'avait donné. De minuscules microphones collés sous la table de la salle à manger, une caméra de la taille d'un bouton caché dans la bibliothèque et l'enregistreur principal cousu à l'intérieur de ma chemise bleue, celle que Rachel disait toujours être sa préférée. Ironique qu'elle ait choisi la tenue parfaite pour enregistrer ses propres aveux. À 3h30, j'ai testé chaque appareil en envoyant des signaux à la camionnette de surveillance que Marcus avait garée à 3 pâtés de maison de notre maison. Son clair, image nette, transmission en temps réel au centre de contrôle de la police. Techniquement, j'avais suffisamment de preuves pour arrêter Rachel sur la seule base de ce que Dorothy avait découvert, mais Marcus avait raison. Nous avions besoin de quelque chose d'incontestable. Quelque chose qu'aucun avocat habile ne pourrait contester ou transformer en malentendu. Nous avions besoin qu'elle avoue, en direct et en couleur, qu'elle me tuait pour de l'argent. À 16h15, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, changement de programme. Derek ne peut pas venir aujourd'hui. On annule le dîner? Mon sang s'est glacé. Si Derek ne venait pas, Rachel pourrait simplement reporter mon exécution à une autre occasion. Ou pire, elle avait peut-être soupçonné quelque chose et testé ma réaction. J'ai répondu immédiatement, « Quel dommage. Mais j'ai déjà acheté du vin cher et tu as passé la journée à cuisiner. Pourquoi ne dînerions-nous pas juste tous les deux? Comme au bon vieux temps. » La réponse est arrivée en quelques secondes. Parfait. Ce sera encore plus romantique.
Je t'aime. Je t'aime. 2 mots qu'elle avait utilisés des centaines de fois au cours des 3 dernières années. 2 mots qui résonnaient désormais comme des cloches funèbres. J'ai appelé Marcus, Derek a annulé. Elle se doute peut-être de quelque chose. Ou alors elle improvise. Les tueurs abandonnent rarement quand ils sont si près du but. Tiens-t'en nos plans. Si elle tente quoi que ce soit ce soir, nous serons prêts à intervenir. À 5 heures de l'après-midi, Rachel est rentrée à la maison avec des sacs de courses de chez Whole Foods et ce sourire radieux que je trouvais si charmant autrefois. Je comprenais désormais le calcul qui se cachait derrière, la performance étudiée d'une psychopathe s'entraînant pour son public. « Chérie, j'ai acheté ces champignons shiitake que tu adores, » annonça-t-elle en embrassant ma joue de ses lèvres glacées contre ma peau. « Je vais préparer ce risotto spécial que tu me demandes toujours. » Du risotto. Parfait pour masquer les saveurs étranges. Parfait pour des doses mortelles de digitaline. J'ai hâte, répondis-je en l'enlaçant par la taille et en sentant le petit flacon dans la poche de son tablier. Même en sachant ce que c'était, même en sachant qu'il était destiné à me tuer, il me fallut toute ma volonté pour ne pas saisir le flacon et la confronter immédiatement. Mais les confrontations impulsives détruisent les affaires judiciaires. Et je voulais que Rachel paie pour chaque mensonge, chaque manipulation, chaque gramme de poison qu'elle avait forcé mon corps à absorber. Pendant qu'elle cuisinait, je suis resté dans le salon à répondre à des emails professionnels, écoutant le bruit familier des casseroles et des poêles. Des sons qui signifiaient autrefois le foyer et le confort. Maintenant, ils sonnaient comme la préparation d'une exécution. « Matt » a-t-elle crié depuis la cuisine, « tu peux venir ici 1 minute ? J'ai besoin d'aide pour atteindre le vin sur l'étagère du haut. » Quand je suis entré dans la cuisine, Rachel me tournait le dos, occupée à remuer quelque chose sur la cuisinière. L'odeur du risotto était délicieuse, crémeuse, avec de l'ail et des fines herbes. Si je n'avais pas su qu'il était assaisonné de poison, j'aurais eu l'eau à la bouche. « Cette bouteille là-bas, » dit-elle sans se retourner, « celle de Barolo que nous avons reçue pour notre anniversaire. » Je pris la bouteille, mais mes yeux étaient rivés sur ses mains. Je vis le moment précis où elle sortit le petit flacon de sa poche, l'ouvrit avec son pouce et versa tout le contenu dans mon assiette. Tout le contenu. Ce n'était plus une dose test, c'était la dose finale. Si vous vous demandez comment quelqu'un peut regarder sa propre femme préparer son assassinat et rester calme, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car le plus intense de cette histoire est encore à venir. Voilà, dit Rachel en se retournant avec un sourire angélique. Le dîner est servi. Toi d'abord, comme d'habitude. Elle me servit une assiette généreuse, en plaçant soigneusement la plus grande portion au centre, là où la concentration de digitaline serait la plus élevée. Puis elle se servit dans une autre casserole, qu'elle avait gardée à l'écart, à l'arrière de la cuisinière. « Tu ne vas pas manger la même chose ?» demandai-je, pour voir si elle avait une explication toute prête. « Bien sûr que si », répondit-elle en riant et en me montrant son assiette. « Mais tu sais que je suis difficile. Je ne peux pas manger de champignons shiitake, ils me donnent des migraines. J'ai préparé une version différente pour moi, sans champignons. » Mensonge sur mensonge sur mensonge. Mais maintenant, chaque mot était enregistré en haute définition. Nous nous sommes assis à table et Rachel a servi le vin, remplissant mon verre à ras-bord. Elle espérait probablement que l'alcool accélérerait l'absorption du poison, garantissant ainsi des effets plus rapides et plus définitifs. « Trinquons, » dit-elle en levant son verre. « À notre avenir ensemble. »« À notre avenir, » répétai-je en faisant teinter mon verre contre le sien et en observant cette lueur dans ses yeux. La lueur de quelqu'un qui croit être à quelques minutes de devenir une veuve très riche. Nous avons mangé dans un silence relatif pendant quelques minutes. Rachel me posait de temps en temps des questions sur ma journée à l'hôpital, engageant le genre de conversation décontractée que les épouses ont lors d'un dîner normal. Si quelqu'un nous avait observé à travers la fenêtre, il aurait vu exactement le couple heureux que nous semblions être il y a 3 ans. La différence, c'est que cette fois, je savais que j'étais dans un théâtre. Et j'avais appris mon rôle par cœur. Quand j'eus fini la moitié de mon assiette, assez pour être convaincant, mais pas assez pour vraiment me tuer, je commençai à jouer la comédie. Au début, ce n'était qu'une légère grimace, comme si quelque chose n'avait pas bon goût. « Tout va bien, chérie ?» demanda Rachel, mais il y avait de l'attente dans sa voix, pas d'inquiétude. « Oui, c'est peut-être juste la fatigue de l'hôpital, » ai-je murmuré en portant ma main à ma poitrine. Je ressens une étrange sensation de brûlure. Ses yeux se sont illuminés. « Tu devrais peut-être boire un peu plus de vin. Parfois, ça aide à la digestion. » Bien sûr que ça aide. Ça aide à me tuer plus rapidement. « Rachel, » dis-je en baissant la voix, « je crois que je vais devoir m'allonger. Je me sens très bizarre. »« Oh non, mon chéri. » Elle se leva immédiatement et vint à mes côtés. « Laisse-moi t'aider. » C'est là que j'ai vu pour la première fois la vraie Rachel.
Pendant une seconde, pensant que je ne la regardais pas, son masque tomba complètement. Il n'y avait aucune inquiétude sur son visage. Il n'y avait qu'un calcul froid, comme si elle chronométrait le nombre de minutes qu'il me faudrait pour m'évanouir, puis le nombre de minutes après cela pour cesser de respirer. Puis elle remarqua que je la regardais, et la femme dévouée réapparut instantanément. « Je vais appeler les secours », a-t-elle dit en décrochant le téléphone. « Non », ai-je réussi à murmurer. « J'ai juste besoin de m'allonger. Ça passera peut-être. Tu es sûr ?» Elle a hésité, et j'ai pu voir le conflit en temps réel. Appeler les secours trop tôt pourrait me sauver la vie. Attendre trop longtemps pourrait paraître suspect après coup. Je suis sûr. Restez juste, restez avec moi, d'accord? Rachel a souri, m'a embrassé sur le front et s'est assise sur la chaise à côté du lit. Bien sûr, mon amour. Je resterai ici jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Ou jusqu'à ce que je meure. Selon ce qui arrivera en premier. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans les 30 minutes qui allaient suivre, c'est elle qui aurait besoin d'un avocat. Je m'allongeais sur le lit en feignant une faiblesse progressive, tandis que Rachel s'asseyait à côté de moi avec cette expression de préoccupation étudiée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que, grâce au micro caché dans ma chemise, Marcus et son équipe entendaient chacun de ses mots, chacun de ses respirations calculées. « Comment te sens-tu maintenant, mon chéri ?» demanda-t-elle en touchant mon front de ses doigts glacés. « Ta température semble monter. »« Pire. » ai-je réussi à murmurer. Ma poitrine est oppressée. J'ai du mal à respirer. J'ai vu cette lueur de satisfaction dans ses yeux. C'était exactement ce qu'elle attendait, les derniers symptômes d'une overdose de digitaline. Un arrêt cardiaque imminent. Je devrais peut-être appeler les secours maintenant, ai-je dit, mais son hésitation était évidente. Elle calculait le moment idéal, assez tard pour garantir ma mort, mais pas trop tard pour que cela semble être de la négligence. C'est alors que mon téléphone a sonné sur la table de chevet. Rachel l'a d'abord ignoré, mais l'appel a persisté, sonnant plusieurs fois de suite. « Ça doit être important », ai-je murmuré. « Tu peux répondre pour moi. » Rachel prit le téléphone, regarda l'écran et fronça les sourcils. Le numéro était enregistré sous « Hôpital presbytérien, urgence ». « Allô ?» répondit-elle, sa voix prenant le ton d'une épouse inquiète. « Madame Vance ? Ici l'infirmière Patricia des urgences. Nous essayons de joindre votre mari Matt. Il y a une urgence avec l'un de vos patients en soins intensifs et nous avons besoin de lui immédiatement. » Rachel m'a regardé, perplexe. « Eh bien, il est très malade en ce moment. Il ne peut pas aller travailler aujourd'hui. » « Madame, avec tout le respect que je vous dois, nous avons vérifié nos registres et Matt n'est pas prévu pour travailler aujourd'hui. En fait, il ne travaille jamais le vendredi. De plus, notre infirmière en chef a mentionné l'avoir vu à l'hôpital il y a 2 heures, en parfaite santé. » Rachel pâlit. « Il doit y avoir une erreur. » »« Il n'y a pas d'erreur, Madame Vance. Et il y a autre chose. Nous avons ici un détective, Marcus Rodriguez, qui aimerait beaucoup vous parler. Quelque chose à propos d'empreintes digitales et d'une tentative de meurtre. » Rachel laissa tomber le téléphone comme s'il lui brûlait les mains. Elle me regarda avec une horreur grandissante, comprenant enfin que j'étais parfaitement conscient et alerte. « Surprise !» dis-je en m'asseyant sur le lit avec un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Dorothy m'a tout raconté, Rachel. À propos de tes dettes. À propos de Vincent Rossetti. À propos de ton petit flacon de digitaline. À propos de Derek Chen. À propos de ton plan méticuleusement élaboré pour m'assassiner. » Elle recula comme si j'étais un fantôme revenu la hanter. « Matt, je peux t'expliquer. »« Oh, tu vas m'expliquer. En détail. Parce que tout ce que tu diras à partir de maintenant est enregistré en haute définition et retransmis en direct à la police de Denver. » J'ai ouvert ma chemise, révélant l'équipement d'enregistrement que Marcus avait installé. La petite LED rouge clignotait joyeusement, capturant chaque expression de panique sur son visage. « Tu ne comprends pas, » balbutia-t-elle en se levant et en commençant à faire les 100 pas, j'étais désespéré. « Vincent a dit qu'il me tuerait si je ne payais pas avant la fin du mois. Tu as l'argent. Tu as toujours eu de l'argent à revendre. Alors pourquoi ne m'as-tu pas emprunté? Pourquoi ne m'as-tu pas expliqué la situation ?» Rachel éclata d'un rire hystérique. « Parce que tu ne m'aurais jamais donné 470 000 $ pour payer des dettes de jeu. Tu es trop prudent, trop responsable. Il était plus facile d'obtenir l'argent de l'assurance vie. Il est plus facile de me tuer que d'avoir une conversation honnête avec moi. Ce n'était que du business, Matt. Rien de personnel. » La froideur avec laquelle elle a dit cela
comme si ma vie n'était qu'une transaction financière gênante, m'a frappé comme une gifle. Mais cela m'a aussi donné la confirmation définitive que j'étais marié à une psychopathe. Des affaires, ai-je répété lentement. Notre mariage de 3 ans n'était qu'une affaire. J'avais besoin d'accéder à tes ressources, a-t-elle admis, marchant maintenant frénétiquement dans la pièce. L'héritage, la maison, les comptes. T'épouser a été la décision la plus intelligente que j'ai jamais prise. Et Derek Chen, il faisait aussi partie de tes affaires? Rachel s'est arrêtée de marcher. Comment tu sais pour Derek? Parce qu'il m'a appelé Rachel. Il pensait que tu allais mourir d'une overdose accidentelle aujourd'hui et il voulait confirmer les détails de l'assurance avant de venir dîner. Apparemment, il a de l'expérience dans ce genre de transaction. La panique dans ses yeux s'intensifia. Derek ne dira rien. Il a trop à perdre lui aussi. En fait, dit-il en se levant du lit avec une énergie qu'elle ne s'attendait pas à voir, Derek a déjà tout dit. La police l'a arrêté il y a 2 heures alors qu'il tentait de prendre un vol pour les Bahamas. Il semble qu'il avait une valise remplie d'argent et de faux documents. Très suspect pour un conseiller financier légitime. Rachel s'assit lourdement sur la chaise, la réalité la frappant enfin. Comment as-tu découvert tout ça? Dorothy. Ta mère m'a sauvé la vie, Rachel. Elle m'a montré le flacon de digitaline dans son sac. Elle m'a montré les photos que tu avais prises de moi avant notre première rencontre. Elle m'a montré tes notes dans lesquelles tu planifiais mon assassinat. Et elle m'a montré ta tentative de falsification de mon testament. Ma mère, murmura-t-elle, comme si la trahison maternelle était plus douloureuse que tout. Elle avait promis de ne rien dire. Elle avait promis de ne pas signer le faux testament. Elle n'avait pas promis de protéger une meurtrière, même si c'était sa propre fille. C'est alors que nous avons entendu des sirènes approcher. Rachel courut vers la fenêtre et vit 3 voitures de police se garer dans notre rue. Ils sont là, dit-elle, la voix complètement abattue. Marcus a probablement entendu suffisamment de confessions, répondis-je en m'approchant de la fenêtre à côté d'elle. Tentative de meurtre avec préméditation, fraude à l'assurance, falsification de documents. Tu risques au moins 20 ans de prison, Rachel. Elle se tourna vers moi, les larmes aux yeux, les premières larmes sincères que je voyais chez elle depuis des mois. Matt, s'il te plaît, tu peux dire à la police qu'il s'agit d'un malentendu, que j'étais juste, que je ne réfléchissais pas correctement. Pendant un instant, une infime partie de moi eut pitié d'elle. Cette femme que je pensais l'aimer, désormais complètement brisée et désespérée. Mais je me suis alors souvenu des semaines de nausées. Des nuits passées à me demander si je tombais malade. Du test de dépistage de drogue qui avait confirmé qu'elle m'empoisonnait lentement, méthodiquement, pour maximiser ma souffrance avant de me tuer. Non, ai-je simplement répondu. Tu as fait ton choix quand tu as mis du poison dans ma nourriture. Maintenant, tu vas en subir les conséquences. Les coups frappés à la porte étaient forts et autoritaires. Police de Denver. Ouvrez la porte. Rachel m'a regardé une dernière fois, et pendant un instant terrible, j'ai vu une lueur dangereuse dans ses yeux. Comme si elle envisageait une dernière tentative désespérée pour faire taire le seul témoin contre elle. Mais avant qu'elle n'ait pu agir, la porte d'entrée s'ouvrit. Marcus avait la clé de secours que je lui avais donnée plus tôt. Des pas lourds résonnèrent dans la maison, montant rapidement les escaliers. « C'est ici, en haut !» criai-je. En quelques secondes, Marcus et 3 autres détectives firent irruption dans la chambre. Rachel était assise sur la chaise, complètement immobile, regardant ses mains comme si elle ne pouvait croire ce qu'elles avaient fait. « Rachel Turner, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre au 1er degré, » annonça Marcus en s'approchant avec des menottes. « Vous avez le droit de garder le silence. » Pendant qu'il lui lisait ses droits, Rachel me regarda une dernière fois. Il n'y avait plus de masque, plus de comédie. Juste une femme qui avait tout misé sur un coup cruel et qui avait tout perdu. Mais le véritable rebondissement était encore à venir. Car ce que Rachel ignorait, c'est que Dorothy et moi avions découvert bien plus que son plan pour me tuer. Nous avions découvert que Vincent Rossetti n'existait même pas. Et cette découverte allait tout changer. 3 semaines plus tard, lorsque Rachel a finalement parlé à son avocat commis d'office, nous avons découvert la vérité la plus choquante de toutes. Vincent Rossetti n'avait jamais existé. Les dettes étaient réelles. 470 000 $ perdus en paris en ligne sur 2 ans. Mais il n'y avait pas de dangereux usurier menaçant de lui casser les doigts. Il n'y avait pas de date butoir pour sa mort imminente. Vincent Rossetti était une création de Rachel elle-même pour justifier le meurtre. Une excuse élaborée pour transformer la pure cupidité en nécessité désespérée. Elle a inventé un criminel fictif pour se sentir mieux après avoir tué son mari, m'a expliqué Marcus lorsque nous avons reçu le rapport final de l'enquête.
C'est de la psychopathie pure et simple. Rachel a été condamnée à 35 ans pour tentative de meurtre avec préméditation, fraude à l'assurance et falsification de documents. Derek Chen a écopé de 20 ans en tant que complice. 10 ans plus tard, je suis directeur des soins infirmiers au presbytérian Saint-Joseph. J'ai épousé Patricia, l'infirmière qui a fait semblant de m'appeler cette nuit fatidique, conformément au plan élaboré avec Marcus. Nous avons eu 2 beaux enfants qui ne connaîtront jamais la femme qui a tenté de tuer leur père pour de l'argent. Dorothy vient toujours dîner tous les dimanches, désormais en tant que véritable grand-mère de mes enfants. Elle m'a sauvé la vie ce jeudi matin-là et a évité à 2 enfants de grandir orphelins. Rachel m'a écrit une lettre depuis la prison l'année dernière. Elle disait qu'elle m'aimait toujours, que tout n'était qu'un malentendu, que Vincent Rossetti avait menacé notre famille. Même en prison, même avec toutes les preuves exposées, elle continuait à mentir. J'ai jeté la lettre sans la finir. La leçon que j'ai apprise, quand quelqu'un que vous aimez commence à montrer des signes de comportement dangereux, croyez ces signes. Dorothy a vu ce que je refusais de voir. Son fils Kenzo, dans l'histoire que vous connaissez, a sauvé sa mère de la même manière. Les personnes qui nous aiment vraiment ne nous empoisonnent pas, ni au sens propre ni au sens figuré. Si cette histoire de trahison et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies de personnes qui ont découvert des forces qu'elles ne se connaissaient pas. Aujourd'hui, quand je regarde Patricia préparer le café pour notre famille, je ne ressens que de la gratitude. De la gratitude d'avoir une belle-mère courageuse, un ami policier honnête, et surtout, d'être en vie pour raconter cette histoire. Rachel voulait ma mort pour recommencer sa vie. Au lieu de cela, son incarcération m'a donné la chance de commencer une vraie vie pour la première fois.